tout le monde, salut à mes collègues de Madagascar qui sont présents. Donc, je vais partager l'écran. C'est bon pour l'écran. Oui, oui, tout à fait. Donc, dans ce rapport, attends. Dans ce rapport, nous allons voir en premier lieu donc les mesures fiscales par Madagascar, pour voir ensuite les perspectives et les conséquences fiscales qui pourraient soutenir l'économie de Madagascar durant et après le Covid-19. Tout de suite, je vais passer à un petit état de lieu. À Madagascar, l'État a ordonné la fermeture des frontières à partir du 19 mars 2020 pour une durée de 30 jours qui sera prolongée en fonction de l'évaluation de la situation. Le 20 mars, le pays a recensé des cas importés, 3 cas importés. À titre de mesure préventive, l'état d'urgence a été adopté sur le territoire national par le décret présidentiel sur le SLED pour une durée de 15 jours qui a déjà été prolongée de 2 fois. Donc, parmi les mesures d'urgence fiscale, si je cite un peu, c'est à peu près le même pour tout le monde, l'arrêt total des vols régionaux et internationaux, la limitation, voire l'interdiction de la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et heures fixées, la fermeture des salles de spectacle, des salles de danse, casinos et tout autre lieu ouvert au public, ou encore toute mesure pour assurer le contrôle de la presse, des publications et des émissions de toute nature. Cette situation mène donc à l'arrêt subite du travail et des activités liées aux revenus quotidiens de toutes les couches de la population active d'ailleurs. Euh, Nous allons donc voir les mesures fiscales déjà prises par Madagascar pour faire face à cette crise de Covid-19. Euh, pour une situation un peu selon le ministère du Travail et de l'Emploi de Madagascar, avec la crise engendrée par la présente Covid-19, dans la plupart des cas, les entreprises se plaignent de la difficulté d'application des mesures prises au niveau de l'administration centrale. Si on cite par exemple les plus grandes entreprises se sont plaintes de l'impossibilité de fonctionner pour différentes raisons, l'annulation de commandes, problèmes d'approvisionnement en matières premières. Ainsi, 70% des entreprises sont en difficulté, notamment dans les régions où l'État a appliqué le confinement total durant la première partie de l'état d'urgence. Il s'agit de la capitale, du premier port, de province de Tamatave et de la région Haute-Matiate, qui est une des grenièreries de Madagascar. Pour les petites et moyennes entreprises, ils se voient obligés de procéder au chômage technique. Au niveau du secteur d'activité informelle, compte tenu de la précarité et de l'insécurité de l'emploi, ainsi que de la vulnérabilité de la majeure partie des travailleurs dans ce secteur, la grande partie des activités s'arrête pour manque de débouchés, qui sont généralement les petites et moyennes entreprises ainsi que la population active. Il est à rappeler que ce secteur couvre environ 94% de l'économie de Madagascar. Donc, à la suite d'une rencontre entre le privé et le gouvernement, des mesures fiscales ont été prises, accompagnées de mesures au niveau de la trésorerie, du budget et du chômage technique et autres. Mais nous allons voir les différentes mesures. Premièrement, donc, des mesures concernant les mesures concernant les reports d'échéances et de suspension de déclaration d'abord, pour voir à la suite les mesures sur les contrôles fiscaux et les autres mesures déjà prises par Madagascar. Donc, comme vous voyez sur le slide, euh,
les mesures générales sur les suspensions des déclarations pour le secteur tourisme, spécifiquement pour l'hôtellerie, les agences de voyage et de transport aérien, ainsi que pour les entreprises de zone franche industrielle, outre la suspension d'office du paiement de la compte bimestrielle, les obligations de déclaration et de paiement de l'impôt sur les revenus au 15 mai sont reportées au 30 juin. Toute l'échéance pour toutes les retenues effectuées pour le compte de l'État et permettant de suivre l'évolution de l'activité économique, par contre, sont maintenues. C'est par exemple la TVA à l'importation, l'IRSA, l'impôt synthétique intermittent. Pour l'exportation, l'application d'une décision de la Direction générale de douane sur la modalité de perception de la compte sur les impôts sur les revenus et les impôts synthétiques à l'exportation est suspendue. L'échéance de déclaration de paiement de l'impôt synthétique aussi est reportée pour le 15 mai. Les mesures... il y a un problème de connexion. Pour les mesures, maintenant, les mesures, il y a des mesures de déduction de charges sociales relatives à la crise. Donc, c'est surtout la déduction à l'impôt sur le revenu des dépenses sociales complémentaires engagées dans la lutte contre le coronavirus. Et puis, les mesures concernant le télépaiement et télédéclaration, parce qu'il y a le confinement et tout. Il y a le IETA paiement, plateforme de paiement en ligne pour les grandes entreprises, et le IETA Phone, qui est paiement mobile banking de l'impôt synthétique au niveau des centres fiscaux. Maintenant, nous allons donc l'ensemble de ces mesures, si au point de vue budgétaire, donc la prévision initiale était à peu près dans l'ordre de 1,750 milliard d'euros. La révision a baissé de 500 millions d'euros de manque à gagner. Maintenant, dans la deuxième partie, nous allons voir les perspectives de sécurisation de recettes nationales qui pourraient soutenir l'économie de Madagascar. Dans un cadre général, il y a les grands investissements des entreprises. Le secteur industriel formel malgache est caractérisé par une forte concentration géographique, car plus de 60% des entreprises industrielles du pays se trouvent dans la région Analamang, et cette polarisation est encore plus marquée en termes d'emploi et de production de valeur ajoutée dans cette ancienne province qui atteint les 80%. Donc maintenant, nous allons voir une première proposition de mesures fiscales concernant cela. Dans un cadre général toujours, les grands investissements d'entreprises de Madagascar sont surtout orientés vers l'exportation. Bien que Madagascar soit confronté à des problèmes de connectivité en tant que grande économie insulaire, à logistique limitée, les exportations se portent bien. Le ratio exportation PIB de Madagascar est passé de 27% en moyenne sur une période de 2010 à 2013 à 33% entre 2014 à 2017. Les secteurs vocation exportatrice tels que l'agroalimentaire, les télécommunications, les industries extractives et les activités dans les zones franches d'exportation auraient contribué au tiers de la croissance du PIB sur la période 2014-2018. Et dans le cadre particulier de la crise du Covid-19 actuelle, pour répondre à ces demandes immédiates et urgentes en matière de matériel et de fournitures nécessaires, donc il y avait des changements d'orientation d'activité comme la production des masques, la production des médicaments. C'est pour ça que il faut redéfinir certains cadres. Donc, premièrement, il y a à Madagascar, il y a déjà deux régimes qui concernent les investissements. Le régime de droit commun, qui est destiné aux activités économiques et opérant principalement sur le marché local.
Le droit commun accorde à l'investisseur des réductions d'impôts, droits et taxes jusqu'à 50% lors de la création ou lors d'une extension d'entreprise. Par contre, les zones franches, la principale obligation faite à l'investisseur est d'exporter au moins 95% de sa production. Seuls 5% donc pourront être écoulés sur le marché local. Cependant, le régime de zone franche peut remplacer un autre régime octroyé préalablement. En dépit du régime préférentiel appliqué aux entreprises franches, nous pouvons constater que l'État prend aussi des mesures incitatives plus favorables aux investissements des entreprises franches, si on ne parle que de la réduction d'impôt sur le revenu correspondant à 75% du montant des nouveaux investissements réalisés pour les zones et entreprises franches. Et encore, il y a une réduction de taux de 10% sur les 5% de production des entreprises franches destinées à être écoulées sur le marché local. Ainsi, il faut établir un régime de droit commun plus juste vis-à-vis des entreprises locales et des entreprises exportatrices de zones franches afin d'inciter les investissements à forte valeur ajoutée pour l'économie de Madagascar. Concernant toujours le droit commun, je propose aussi une imposition à la source des secteurs porteurs. Il faut prioriser la production des besoins sur le marché local de l'État et de la population avant d'exporter dans le régime du réel les surplus de production selon la capacité productrice des valeurs ajoutées des entreprises, donc, et selon les contraintes écologiques, parce que nous sommes surtout des fournisseurs de matières premières. Pour ce qui concerne l'instauration d'un impôt progressif, pour mieux prendre en considération les différents secteurs d'activité, ainsi que les différentes catégories des revenus des contribuables, un impôt progressif s'avère donc indispensable aussi pour une contribution plus égalitaire d'un point de vue économique et des contributions fiscales. Vous voyez là, je cite un peu Jacques Rousseau concernant, pour voir des références, mais en d'autres termes, plus la valeur de l'élément sur lequel est assujetti l'impôt est importante, plus le taux appliqué à cette valeur pour calculer l'impôt va être important. Mais il faut dire juste que dans un tel régime, les niches fiscales les plus élevées paient pour les tranches à plus faible revenu. Mais cela va faire l'objet d'une étude plus approfondie. Donc. Maintenant, nous allons voir, pour terminer déjà, la perspective au niveau du secteur informel. Donc, il y a un dilemme socio-économique, c'est la prédominance du secteur informel. J'ai déjà évoqué préalablement 94% de l'économie. L'Organisation internationale du travail, cependant, a déclaré que le chômage déguisé est plus important que le chômage réel. 11% de la population active se trouve en sous-emploi contre 80% d'emplois inadéquats. En effet, 85% des travailleurs exercent dans une fonction non conforme à leur formation. Il est à préciser que 84% de la population active dans la capitale se trouve dans le secteur informel, faute de rareté d'emploi. Donc, pour la formalisation et la solution des récupérations des recettes de ces secteurs informels, plusieurs dispositions sont déjà prises au niveau de la Direction générale des impôts. Dans le cadre de cette formalisation, il faut ainsi renforcer le système de l'impôt sur le revenu intermittent ou actuellement impôt synthétique intermittent, qui est un impôt payé par l'informel par un système de prélèvement à la source par les entreprises immatriculées qui s'approvisionnent auprès des fournisseurs informels. Pour terminer, donc, il faut renforcer ce système d'impôt intermittent qui permettrait en même temps de recenser le secteur informel, récupérer leurs contributions fiscales et les immatriculer par la suite, car les entreprises déclarant ont une obligation aussi pour cet prélèvement à la source de prendre les coordonnées précises de leurs fournisseurs informels. Comme je dis, ce sont des propositions qui vont faire l'objet s'il y aura application d'études plus approfondies. Donc, pour être bref, je termine. Peut-être des questions et réponses après la présentation. Merci à vous tout le monde.